saw what he did to my face. What? Kill him. Of course not. You decided to help me. Trust. When I'm not dead. That's gonna... Her... Although, you did. Yes, I did. Why? What's wrong with this?
un Polaroid tremble dans une main. Sur la photo, un homme vient d'être abattu. Pourtant, au lieu de se fixer peu à peu, l'image s'efface. Le sang remonte vers le corps. La douille quitte le sol. Le coup de feu rentre dans l'arme. Avant même de savoir qui attire, Memento oblige notre regard à remonter le temps, comme si la seule manière d'approcher la vérité était de défaire chaque certitude que nous venons d'acquérir. Le tireur s'appelle Leonard Shelby. Il porte un costume clair, des tatouages sur tout le corps, et il affirme chercher l'homme qui a violé et tué sa femme. Son nom serait John G. Son problème est plus violent qu'un simple oubli. Depuis l'agression, Leonard ne peut plus fabriquer de nouveaux souvenirs durables. Il sait qui il était avant l'accident. Il reconnaît les mots, les objets, les villes, le visage de sa femme. Mais après quelques minutes, chaque rencontre neuve se dissout. Il peut regarder quelqu'un, lui parler, s'en méfier, puis se retourner, et ne plus savoir pourquoi cette personne se tient devant lui. Christopher Nolan ne raconte donc pas seulement une enquête. Il confie l'enquête à un homme incapable de conserver le résultat de ses propres recherches. Leonard fabrique une prothèse mentale, un appareil photo instantané, des notes au dos des clichés, des dossiers cash et surtout des tatouages. Une phrase ancre sur son torse survit à toutes les pertes de mémoire. Une plaque d'immatriculation, grave dans sa peau, devient plus solide qu'une conversation. Chez lui, le corps sert de carnet. Mais un carnet peut être rempli par une main qui ment ou par une main qui a oublié pourquoi elle écrivait. Le film commence par sa conclusion apparente, puis avance à rebours dans sa partie en couleur. Entre ces signes, des passages en noir et blanc progressent dans le sens normal. Leonard y est seul, dans une chambre de motel, au téléphone avec un interlocuteur dont nous n'entendons jamais la voix. Il raconte sa vie, son travail d'enquêteur pour une compagnie d'assurance et le dossier de Sammy Jankis. À force de remonter les couleurs et de suivre les noirs et blancs, les deux lignes finissent par se rejoindre. Ce dispositif n'est pas un jeu de construction pose sur l'histoire. Il nous donne le même handicap que Leonard. Nous recevons les causes âpres leurs effets. Nous faisons confiance à des indices dont nous ignorons encore l'origine. Nous devons choisir qui croire sans pouvoir garder toute la chronologie dans la tête. Ce qui rend Memento si troublant, c'est que Leonard est extraordinairement méthodique. Il ne se présente pas comme un homme perdu. Il s'impose une discipline presque militaire. Quand il entre dans une pièce, il regarde les choses autour de lui avant de regarder son propre trouble. Quand il se réveille, il cherche ses polaroids. Quand une information paraît importante, il la note avant que son esprit la laisse tomber. Il connaît les règles de sa maladie et les explique avec une lucidité froide. Les souvenirs sont ce qui nous fait être nous-mêmes. Sans eux, il faut se fier aux faits. Mais le film se demande tout de suite quel fait reste vraiment pur quand on dépend de notes, écrites par une version de soi que l'on ne peut plus interroger. Dans l'ouverture en noir et blanc, Leonard dit à son correspondant qu'il n'est pas comme Sammy. Lui a un système. Lui sait qu'il a un problème. Sammy, selon son récit, avait la même forme d'amnésie immédiate. Il pouvait mener une conversation, faire des gestes familiers, retenir des habitudes du corps, mais ne pouvait pas enregistrer ce qui venait de se passer. Leonard avait été chargé de vérifier si ce handicap était réel ou si Sammy simulait pour échapper à une demande d'indemnisation. Il examinait les réactions minuscules, le regard perdu, les gestes qui reviennent sans qu'on les ait appris une deuxième fois. Cette histoire de Sammy semble d'abord offrir à Leonard une comparaison rassurante. Il peut parler de lui comme d'un autre cas, avec la distance professionnelle de l'enquêteur qu'il était. Il se souvient d'une femme patiente qui aimait son mari, mais refusait de croire que tout était devenu impossible. Elle choisit une épreuve terrible. Elle demande à Sammy de lui administrer son insuline, puis lui redemande la même chose encore et encore. Elle espère que son amour ou une routine physique arrêtera son geste. Sammy, incapable de comprendre la répétition, obéit chaque fois. Leonard raconte ce souvenir avec une peine retenue. Et déjà, le film place une question au centre: qu'est-ce qui distingue une habitude d'un choix quand la conscience du moment s'efface? Dans la ligne colorée, Leonard est déjà en mouvement. Il fuit un homme nommé Dodd,
entre dans une chambre de motel, observe le numéro sur une clé et réalise qu'il ne sait plus dans quelle chambre il loge. Un employé lui explique qu'il occupe 2 chambres à la fois. Leonard avait loué une seconde pisse, puis avait oublié la première. Le gag est sombre, parce qu'il montre une vie entièrement organisée autour d'erreurs impossibles à corriger. Le motel ne l'escroque même pas avec malice. Il suffit de le laisser agir, et son propre système se retourne contre lui. Il photographie chaque chose qui pourrait compter. La voiture qu'il conduit, son visage dans le miroir, les portes, les personnes. Au dos d'un portrait, il écrit une instruction très simple. Ne crois pas ces mensonges. Sur une autre photo, il inscrit le nom de Teddy. Cette économie de mots est capitale. Leonard ne peut pas s'offrir une nuance, une réserve, un contexte. Il doit laisser à son futur, lui, des ordres courts. Pourtant, plus l'ordre est bref, plus il est dangereux. Une phrase comme « ne le crois pas » ne dit ni ce qui a été dit, ni pourquoi l'homme a menti, ni si le danger est immédiat. Elle produit une certitude sans process verbal. Teddy est le premier visage qui se glisse dans cette faille. Il se présente comme un policier, puis comme quelqu'un qui aide Leonard. Il connaît son nom, sa voiture, son histoire. Il a l'air bavard, légèrement vulgaire, presque trop familier. Jay Pantoliano lui donne une chaleur de bonimenteur qui est plus inquiétante qu'une menace directe. Teddy sait sourire à Leonard au moment précis où Leonard cherche une raison de lui faire confiance. Dans une histoire linéaire, nous pourrions comparer les promesses de Teddy à ses actes. Ici, chaque nouvelle scène retire un morceau de contexte. Le personnage devient une épreuve. Est-il un allié impatient, un manipulateur, ou les deux à la fois? Leonard, lui, ne veut pas seulement retrouver un coupable. Il veut donner une forme au chaos. L'agression de sa femme constitue le dernier souvenir stable de sa vie, celui autour duquel tout s'effige. Il se rappelle la salle de bain, l'intrus, le combat, le bruit de verre, puis son réveil à l'hôpital. Il explique que la police a condamné un des assaillants, mais que lui est persuadé qu'il y en avait 2. L'un serait mort ou arrêté, l'autre serait parti. C'est cet autre homme qu'il appelle John G. Dans son esprit, l'enquête n'est pas une hypothèse parmi d'autres. Elle est le seul fil qui relie le Leonard d'avant à celui d'après. Le film est raconté comme une explication et une lecture du film, pas comme une copie du film lui-même. Cette distinction compte, l'intérêt n'est pas de reconstituer un objet officiel, mais de comprendre comment chaque indice enferme Leonard dans sa propre version de l'histoire. Nolan prend l'appareil le plus banal de la mémoire, le souvenir, et le transforme en terrain de crime. À chaque fois que Leonard affirme savoir, il faut regarder ce qu'il tient vraiment, une photographie, un tatouage, une phrase recue, ou une douleur qui précède toute preuve. Nathalie apparaît au bar de Ferdy. Elle a les cheveux courts, un regard direct, une faconde d'écouter Leonard qui ressemble d'abord à de la compassion. Elle reconnaît son état parce qu'elle a déjà croisé des hommes dangereux et parce qu'elle comprend très vite ce qu'il peut faire pour elle. Leonard arrive avec une photo de Teddy et lui demande si elle le connaît. Nathalie ne répond pas avec une confession immédiatement utile. Elle sonde Leonard, vérifie ses notes, puis laisse entrevoir qu'elle sait quelque chose sur Jimmy Grant, son petit ami disparu. Jimmy est un trafiquant et Nathalie vit dans l'ombre de ses affaires. Elle n'est pas introduite comme une énigme abstraite. Son appartement porte les traces d'une vie qui s'est arrêtée, un homme attendu, de l'argent, une peur qui ne dit pas son nom. Quand Leonard explique sa condition, Nathalie comprend sa vulnérabilité à une vitesse qui fait mal. Elle voit qu'il peut être guide non pas par la force, mais par une phrase écrite au bon endroit. Carrie-Anne Moss joue alors une intelligence sans sentimentalisme. Nathalie peut offrir un abri, un vêtement, un renseignement. Elle peut aussi transformer ce même abri en piège. L'un des gestes les plus cruels du film se déroule dans son salon. Nathalie provoque Leonard. Elle parle de sa femme. Elle insiste. Elle le pousse à la violence. Puis elle sort de l'appartement. Quelques minutes plus tard, Leonard a oublié la dispute. Il voit les meubles renversés, il voit son propre visage fatigue, il voit une note de Nathalie qui dit qu'il l'a frappée. Quand elle revient, elle joue la femme blessée. Leonard, sincère dans son remords mais prive de la cause,
s'excuse pour un acte dont il ne peut vérifier ni le déclenchement ni la proportion. Cette scène est plus importante que sa brutalité. Nathalie n'a pas besoin de retenir Leonard en ferme ou de lui raconter une longue histoire. Elle doit seulement fabriquer une trace que son futur lui lira sans la scène. Leonard a fait exactement la même chose avec ses propres notes par nécessite. Nathalie révèle donc la faiblesse intime de son système. Il n'est fiable que si personne ne le touche, et dans le monde de Memento, presque tout le monde a une raison de le toucher. Elle utilise ensuite Leonard contre Dodd, un homme lié aux affaires de Jimmy et qui la menace. Nathalie lui donne un nom, une adresse, une direction. Leonard, déjà persuade qu'il doit la protéger, suit ce nouveau fil. La logique du film reste concrète. Une femme a besoin que Dodd disparaisse de son quotidien, Leonard a besoin d'une mission claire, et leurs besoins s'imbriquent. Mais Leonard ne voit pas le marche entier. Il croit effectuer un choix moral libre. Nathalie, elle, sait que son choix prendra la forme d'une note puis d'un souvenir absent. La confrontation avec Dodd n'a rien d'héroïque. Leonard est surpris, poursuit son adversaire, prend des coups, improvise. Il finit par le dominer et le force à quitter la ville. Ensuite, presque aussitôt, le film montre ce que cette victoire coûte à quelqu'un qui oublie. Leonard se retrouve dans une voiture, avec des traces de lutte, sans savoir qui la chasse, ni pourquoi. La violence ne lui laisse pas une mémoire de victoire. Elle ne laisse qu'un décalage, un corps en alerte et une question sans réponse. Ce décalage revient dans une séquence devenue subrèbre. Leonard conduit et voit une Jaguar le suivre. Il pense être poursuivi, puis il comprend qu'il est lui-même au volant de la voiture que l'autre véhicule poursuit. L'information est simple, presque comique, mais elle résume sa condition. Il peut être l'acteur d'un événement et l'interpréter comme un spectateur menace. Son cerveau ne manque pas seulement d'archives. Il perd aussi la continuité qui permet de savoir de quelle cote de l'action il se trouve. Chaque objet gagne alors une force excessive. Le costume de Jimmy sur Leonard, les clés de voiture, l'enveloppe des photos, un billet dans une poche, le message laisse dans la main. Dans une vie ordinaire, ces choses seraient des accessoires. Ici, elles définissent provisoirement une identité. Leonard met les vêtements d'un homme qu'il ne connaît pas encore, conduit sa voiture, possède son argent. Il devient le résultat d'actes qu'il a accomplis, mais qu'il ne peut plus habiter. C'est une manière très matérielle de filmer l'amnésie. Pas de filtre flou, pas de musique qui annonce une confusion. Seulement des objets exacts qui ont perdu leur explication. Le noir et blanc rend l'isolement plus sec. Leonard parle au téléphone, se rase, développe une photographie. Il sait que Jimmy Grant et Lee a une livraison d'argent, sans encore saisir, dans cette partie du récit, que Jimmy et Teddy sont déjà pris dans sa recherche. Il raconte Sammy avec une assurance qui paraît presque apaisante. Lui sait que la mémoire procédurale peut fonctionner. Lui sait comment faire un test de conditionnement. Lui sait que les gens peuvent apprendre sans s'en souvenir. Mais cette compétence donne au film son venin. Leonard connaît trop bien les mécanismes de son handicap pour être assuré d'y échapper. Il existe une phrase capitale dans sa logique. Il dit qu'il faut se fier aux faits, pas aux souvenirs. Les souvenirs peuvent être déformes, dit-il. Les faits, eux, ne changent pas. Pourtant, sa maison de preuve est construite avec des faits sélectionnés. Une plaque est objective, mais quelqu'un a choisi de la lui faire lire. Une photographie est objective, mais quelqu'un a choisi le moment qu'elle montre. Un tatouage ne disparaît pas, mais il conserve autant une croyance qu'une vérité. Memento avance ainsi avec une ironie discrète. Leonard invente une justice pour son propre esprit, et cette justice n'a pas de juge. Le titre vient du mot latin pour souvenir. Nolan l'adapte avec son frère Jonathan à partir de la nouvelle Memento Mori. La source littéraire contient déjà l'idée d'un homme prisonnier de son absence de souvenirs récents. Le film trouve sa forme propre en faisant de cette prison une expérience pour le spectateur. La mise en scène refuse de nous placer au-dessus de Leonard. Nous pourrions toujours prendre des notes, remettre les morceaux dans l'ordre, nous croire plus lucides. Mais nous aussi recevons Teddy, Nathalie et les Polaroids sans garantie. Nous aussi voulons qu'une explication ferme enfin le dossier. Cette envie explique pourquoi Teddy est si efficace.
Il propose constamment une solution nette. Il sait où aller. Il connaît Jimmy. Il parle de l'argent. Il assure que Leonard est presque arrivé au bout. Il semble posséder le contexte que Leonard n'a pas, et il se sert de cette avance comme d'un permis de diriger. Teddy ne ment pas nécessairement sur chaque détail. Le film est plus intelligent que cela. Il dit assez de vrai pour pouvoir faire avaler ce qui l'arrange. À Leonard, il suffit de placer un suspect au bout d'une route pour que la route devienne une mission. Leonard ne souhaite pas être un héros tragique. Il souhaite seulement terminer quelque chose. Cette nuance fait toute la douleur du personnage. La vengeance lui donne un calendrier dans une existence où chaque jour recommence. Elle lui fournit des gestes repetables. Chercher, noter, vérifier, suivre, frapper, photographier. Sans cette recherche, que lui resterait-il au réveil? La question est terrible parce qu'elle est pratique. Ce n'est pas seulement la mort de sa femme qui le hante. C'est la possibilité qu'après avoir trouvé son homme, il n'ait plus de raison de continuer. Le motel, les bars, les parkings et les routes anonymes donnent au film une géographie sans attache. Leonard n'a pas de foyer présent. Il dort dans des pistes interchangeables, garde ses affaires dans sa voiture et recommence ses gestes sous une lumière qui ne promet aucun matin nouveau. Wally Pfister photographie cet univers avec une clarté qui ne rassure jamais. Les couleurs ne sont pas nostalgiques. Elles sont trop vives, presque abrasives, parce qu'elles arrivent dans le mauvais ordre. Le noir et blanc, lui, ne signifie pas le passe. Il signifie la seule ligne que nous pouvons suivre sans nous perdre. La rencontre de ces deux temps commence à se préparer lorsque Leonard sort de sa chambre, recueille un appel et organise le rendez-vous dans un entrepôt abandonné. Le spectateur a déjà vu le résultat. Jimmy mort, Teddy présent, Leonard qui manipule une arme. Mais il n'a pas encore vu le point auquel Leonard croyait agir de son propre chef. C'est ici que le film sert le plus fort son dispositif. Au lieu de retarder gratuitement la révélation, il nous fait comprendre qu'un événement ne possède jamais un seul sens. Jimmy peut être une cible, un trafiquant, l'homme de Nathalie ou le pion de Teddy. Leonard peut être un vengeur, une arme louée ou un homme qu'on a appris à commander. Le face-à-face avec Jimmy vient à la jonction des deux récits. Leonard le surprend dans l'entrepôt, le maîtrise, l'étouffe avec une sauvagerie qui contraste avec son calme habituel. Jimmy ne comprend pas pourquoi cet inconnu s'acharne sur lui. Au dernier instant, il prononce le nom de Sammy Junkies. Pour Leonard, ce son est impossible. C'est le nom d'un dossier ancien, d'un souvenir qui devrait appartenir à sa vie d'avant. Le fait que Jimmy le connaisse ouvre une brèche dans toute son enquête. Puis Teddy arrive, trop tard pour empêcher la mort, assez tôt pour raconter sa version. Teddy cesse alors de jouer le guide patient. Il révèle que son propre vrai nom est John Edward Gamel, puis dit avoir déjà aidé Leonard à obtenir sa vengeance. Selon lui, il y a eu autrefois un vrai coupable, un homme que Leonard a tué. Mais Leonard n'a pas pu conserver la victoire. Au réveil suivant, son besoin de John G. était intact. Teddy aurait compris qu'il pouvait lui donner de nouvelles cibles, puis utiliser sa détermination pour regagner de l'argent ou régler ses propres affaires. Jimmy serait l'une de ses cibles. La révélation ne transforme pas Teddy en vérité absolue. Elle montre surtout qu'il connaît assez Leonard pour parler exactement à l'endroit où sa confiance se fissure. Il va plus loin. Teddy affirme que la femme de Leonard n'est pas morte durant l'agression. Elle aurait survécu, puis serait morte plus tard, âpre que Leonard, incapable de mémoriser les injections précédentes, lui aurait administré trop d'insuline. Il dit que l'histoire de Sammy serait une protection mentale. Leonard aurait mélangé un dossier réel et sa propre culpabilité pour déposer sa douleur sur un autre homme. Le film ne présente pas cette confession comme un rapport neutre. Teddy a intérêt à faire vaciller Leonard et plusieurs images du film se reconfigurent au moment où il parle. Mais c'est précisément le cauchemar. L'hypothèse devient plausible et Leonard ne possède aucun souvenir frais pour la détruire. Le jeu de Guy Pearce tient dans cette contradiction. Leonard n'est ni simplement innocent, ni simplement conscient de ses manipulations. Il est sincère à chaque instant. Quand il jure aimer sa femme, son amour est réel. Quand il accuse Teddy, son soupçon est réel.
Quand il suit une note, il lui donne une foi totale, parce que l'alternative serait le vide. Mais la sincérité d'une émotion ne prouve pas le récit qui l'accompagne. Memento se refuse à confondre la force du chagrin avec la fiabilité du souvenir. Après la mort de Jimmy, Leonard porte les vêtements de l'homme qu'il vient de tuer et prend sa voiture. Ce geste a quelque chose de presque spectral. Il assume une identité et une direction sans savoir encore d'où elles viennent. Teddy lui raconte son histoire dans la voiture, parle de l'ancien meurtre, de la photographie où Leonard sourit, de la vengeance qui aurait été accomplie. Le sourire sur le Polaroid est un détail dévastateur. Leonard a bien pu être heureux une fois après la mort de sa femme. Mais il ne peut pas retrouver cet instant en lui. La preuve existe dehors, pas dedans. Le film offre alors sa décision la plus cruelle. Leonard pourrait croire Teddy. Il pourrait reconnaître que la recherche a peut-être déjà été terminée, que ses tatouages ont été exploités, que son histoire de Sammy cache, peut-être une faute plus intime. À la place, il choisit de fabriquer le prochain mensonge. Il observe la plaque d'immatriculation de Teddy. Il note le numéro. Il se dit qu'il peut faire croire à son futur, lui, que Teddy est John G. Il sait exactement ce qu'il fait. L'ironie n'est plus seulement que Leonard peut-être trompe. Il décide que sa prochaine version sera trompée par lui-même. Cette décision ne vient pas d'une ignorance totale. Leonard prononce l'idée qu'il préfère parfois se mentir pour être heureux. Elle est prononcée comme une provocation contre Teddy, mais elle ouvre la porte à une question plus intime. S'il accepte que son système puisse être falsifié, pourquoi l'imite-t-il? Parce que la vérité que Teddy offre est insupportable ou parce qu'une vie sans mission l'est encore davantage? Leonard transforme Teddy en cible pour conserver une raison de se lever. C'est un acte de survie qui devient aussi un acte de condamnation. Le tatouage de la plaque achève le piège. Tout le processus, de l'index dans le carnet à l'encre sur la peau, a pour but de donner à une information une autorité définitive. Quand Leonard fera inscrire ce numéro, il ne se souviendra pas d'avoir menti. Il verra seulement une piste gravée par l'homme qu'il était, et il la suivra avec le sérieux de quelqu'un qui croit avoir laissé un message à travers un incendie. La narration en couleur, qui commence avec Teddy mort, s'explique donc par ce moment silencieux. La balle du début est la conséquence d'une note écrite volontairement contre soi. La fin de Memento ne se contente pas de révéler un coupable. Elle révèle une méthode de fabrication du coupable. Teddy est sans doute manipulateur, opportuniste, et peut-être responsable de crimes auxquels Leonard ne comprend rien. Natalie manipule Leonard pour neutraliser Dodd et retrouver une marge de sécurité. Les hommes du motel profitent de sa confusion, mais personne ne contrôle aussi durablement Leonard que Leonard lui-même. Ses traces écrites lui paraissent plus justes que ses sensations parce qu'elles sont tout ce qu'il peut transmettre au prochain lui. Lorsqu'il choisit d'y inscrire une faussette, il rend le mensonge presque invincible. Cela explique aussi la place de Sammy Junkie. Dans les passages en noir et blanc, Leonard traite Sammy comme une leçon professionnelle. Un homme qui ne pouvait pas prendre de nouvelles décisions, une famille qui a voulu croire à un miracle, une épreuve qui a fini en catastrophe. Lorsque Teddy accuse Leonard de s'être glissé lui-même dans ce récit, le film ne ferme pas proprement le dossier. Une courte image superpose Leonard à la place de Sammy et notre confiance se déplace. Ce n'est pas une preuve judiciaire, c'est une fissure volontaire. Nolan ne veut pas que nous cochions une case finale. Il veut que nous sentions combien un souvenir peut-être remonte avec des morceaux vrais et un centre absent. Le mot memento désigne une chose qu'on garde pour ne pas oublier. Tout, dans le film, prend cette fonction. Le tatouage, le Polaroid, le dossier, la photo de Catherine, le ticket, la clé, mais un memento ne contient jamais toute la vie qu'il représente. Une photo de Teddy souriant ne dit pas s'il vient de sauver Leonard ou de le conduire vers une nouvelle victime. Une phrase sur Natalie ne contient pas l'insulte qu'elle a mise en scène. Une plaque de voiture ne contient pas le moment où Leonard décide de la traiter comme une preuve. Le film est obsédé par la conservation, mais il montre que conserver n'est pas comprendre. La construction inverse donne à chacun de ces objets une seconde vie.
Quand nous voyons Nathalie tendre une bouteille ou regarder Leonard sortir de chez elle, nous ne savons pas encore ce qu'elle a fait juste avant. Quand Teddy appelle Leonard par son surnom, nous ignorons ce qu'il a déjà obtenu de lui. Quand Leonard attrape un vêtement dans une voiture, nous ne savons pas à qui il appartenait. Plus tard, la cause arrive, et le plan ne devient pas simplement plus clair, il devient différent. Cette précision est la grande force du montage. Il ne cache pas seulement des informations, il apprend à notre regard que le contexte modifie la morale d'un geste. Le montage, justement, est le vrai partenaire de la maladie de Leonard. D'habitude, une coupe relie deux moments et nous aide à suivre une action. Ici, elle produit une amputation. Leonard ouvre les yeux dans un lieu qu'il ne reconnaît pas et nous partageons sa panique avant de recevoir la moindre explication. Il entend une phrase au téléphone, puis raccroche, et nous nous demandons si cette voix existe vraiment ou si elle occupe le silence. Il avance vers une porte avec une intention, puis l'intention disparaît entre deux signes. Les coupes ne sont pas seulement élégantes, elles deviennent la forme même de son absence. David Julian accompagne cette désorientation sans la surligner. La musique laisse souvent les respirations du motel, des rues et des voitures porter l'attention. Le film préfère le bourdonnement d'une piste vide, le froissement d'un Polaroid, le cliquetis d'un stylo, à une démonstration spectaculaire. Cette retenue rend les petites actions immenses. Leonard ne tire pas seulement une photo, il essaie de sauver une instruction. Il ne lit pas seulement une note, il laisse son avenir lui parler avec une autorité qu'il ne peut contester. Memento est sorti en 2000, réalise par Christopher Nolan, et impose une ambition formelle qui n'avait rien d'une abstraction froide. Guy Pearce donne à Leonard une précision presque douloureuse, toujours entre la politesse et l'urgence. Carrie-Anne Moss rend Nathalie impossible à réduire à un rôle de sauveuse ou de manipulatrice. Elle est une femme prise dans le danger des autres, qui répond en utilisant le danger de Leonard. Joe Pantoliano fait de Teddy un homme qu'on peut croire pendant une minute, puis détester la minute suivante. Le film repose sur leur visage, parce que Leonard doit sans cesse les regarder comme des inconnus charges d'impasse. Sa réputation vient aussi de cette double expérience. À la première vision, on cherche l'ordre des faits. À la seconde, on regarde les mots écrits au dos des photos, les hésitations de Teddy, la façon dont Nathalie choisit ce qu'elle raconte, les raccords entre la voix de Leonard et les images de Sammy. Mais le film ne se réduit jamais à son mécanisme. Si l'on enlève la chronologie inverse, il reste l'histoire d'un homme qui a perdu le droit de faire confiance à la version précédente de lui-même. La forme est brillante parce qu'elle sert une peur très humaine, devoir vivre avec des décisions prises par quelqu'un dont on ne se souvient plus être. La clé de la fin est donc de ne pas chercher une innocence parfaite que le film ne promet pas. Teddy dit peut-être vrai sur le premier John G. Il ment peut-être pour s'en sortir. Leonard a peut-être projette son histoire dans celle de Sammy. Il a peut-être été brise par un autre drame. Les éléments restent volontairement instables. En revanche, une chose est certaine dans l'ordre que le film nous permet de reconstruire. Leonard sait que Teddy peut ne pas être le coupable qu'il cherche, et il transforme quand même sa plaque en piste. Cette certitude, elle, suffit à rendre le dernier geste tragique. Le trajet final de Leonard dans la voiture de Jimmy a une sérénité sinistre. Il vient d'entendre une version de sa vie qui pourrait tout bouleverser. Il vient de tuer un homme pour une raison dont il découvre la fragilité. Et pourtant il regarde la route, prend une décision, puis laisse l'oubli approcher. Bientôt, il ne gardera plus que les traces qu'il a choisies. Il ne se racontera pas qu'il s'est donné une cible. Il croira l'avoir trouvé. C'est pourquoi le premier Polaroid qui s'efface reste si puissant. Le film commence par une mort et finit, dans sa chronologie, par le choix qui la rend possible. Entre les deux, Leonard n'est jamais seulement victime de son cerveau. Il est un homme qui transforme sa douleur en enquête, puis son enquête en destin. Le dernier souvenir qu'il essaie de protéger est l'amour de sa femme. Mais le dernier fait qu'il inscrit pour son avenir est une arme contre la vérité. Memento laisse alors moins une réponse qu'un geste à examiner. Leonard regarde une plaque, écrit quelques caractères,
et confie toute sa vie future à cette petite inscription. Il ne sait pas encore que ce memento lui volera peut-être sa dernière chance de sortir de la boucle. Nous le savons. Et lorsque la photo s'efface à rebours, ce n'est pas le pass qui revient vraiment. C'est une preuve qui disparaît au moment exact où l'on voudrait enfin la garder. Pour mesurer ce que Leonard perd, il faut regarder ce qu'il conserve avec une nettesse presque douloureuse. Il sait nommer les objets de sa maison d'avant. Il se souvient de la texture de la voix de sa femme, de leur lit, de son travail. Ce ne sont pas des souvenirs effacés par le film pour créer un mystère facile. Ils sont fixes, trop fixes même. L'accident a coupe le temps en deux. Avant, Leonard avait une biographie. Âpre, il possède une suite de présents qui ne savent pas devenir un passe. La femme qu'il aime appartient au premier monde. L'homme qui cherche John G. vit dans le second. Cette séparation explique sa relation au temps. Leonard ne dit jamais vraiment « je vais guérir ». Il ne cherche pas un traitement, une famille ou une nouvelle stabilité. Il a converti son handicap en enquête, parce qu'une enquête donne un sens au lendemain. Un dossier peut être repris, une piste peut être vérifiée, un nom peut être transformé en adresse. La vengeance ne promet pas de le réparer, mais elle transforme sa douleur en tâche mesurable. Il peut se réveiller sans savoir où il est et, quelques secondes plus tard, relire son objectif. Pour lui, cette phrase sur John G. n'est pas une obsession abstraite. C'est un mode d'emploi pour exister. Le paradoxe est que cette discipline ressemble d'abord à une admirable victoire de la volonté. Leonard pose son appareil photo devant chaque personne, note les informations utiles, classe ses feuilles. Il est plus attentif que tous ceux qui l'entourent. Dans un monde où beaucoup vivent sur des impressions, il veut des preuves. Pourtant, son soin même fabrique une illusion de solidité. Les notes lui donnent la sensation de posséder une continuité. Elles ne lui donnent pas la possibilité de contester celui qui les a écrites. Il ne peut pas demander au Leonard de la veille. Qu'est-ce qui t'a fait conclure cela? Il ne peut que croire ou ne pas croire sa propre écriture. Regardons la photo de Teddy. Le visage est pris en gros plan, l'expression est banale, presque plaisante. Au dos, Leonard laisse un avertissement. Ce dos de photo devient plus puissant que le visage vivant. Teddy peut sourire, expliquer, plaider, raconter des détails exacts sur le pass. Leonard a déjà reçu de lui-même une consigne qui n'offre aucun droit de réponse. Le film ne dit pas que les écrits sont plus vrais que les voix. Il montre qu'ils paraissent plus vrais à quelqu'un qui ne peut pas conserver la conversation assez longtemps pour en tester la cohérence. Teddy comprend cette mécanique mieux que Leonard ne le pense. Son surnom, son ton, son apparente impolitesse ne sont pas seulement des traits de personnage. Ils sont des manières de prendre de l'avance. Il sait que Leonard ne gardera pas une offense longtemps, mais qu'une note hostile peut le poursuivre pendant des mois. Il sait qu'un rendez-vous peut être reformulé, qu'une suspicion peut être orientée. Lorsqu'il prétend l'aider, il n'a pas besoin de construire une grande imposture continue. Il n'a qu'à être là au bon moment, avec la prochaine instruction. C'est une forme de pouvoir très ordinaire, rendue monstrueuse par l'amnésie. Celui qui garde la chronologie peut redéfinir la réalité de celui qui ne la garde pas. Nathalie exerce un pouvoir différent. Elle ne connaît pas Leonard depuis assez longtemps pour administrer tout son dossier. En revanche, elle apprend vite à manier ses émotions immédiates. Au bar, elle ne le séduit pas au sens conventionnel. Elle le regarde calculer, se rappeler sa femme, chercher une sortie. Elle détecte chez lui une politesse presque obstinée, une honte d'être dépendant et surtout une disposition à aider quelqu'un qui paraît menace. Son intelligence consiste à comprendre que Leonard ne peut pas être persuadé par une histoire longue. Il doit être place devant une conséquence visible. Dans la scène de l'appartement, Nathalie fabrique justement cette conséquence. Elle attaque le point le plus sensible de Leonard, le souvenir de sa femme. Elle sait qu'il ne pourra pas emporter avec lui la violence des mots qu'elle lui lance. Elle sort, attend que l'instant disparaisse, puis revient devant un homme qui ne sait plus pourquoi il est en colère. Leonard lit une note, voit le décor bouleverse, et accepte une culpabilité sans mémoire. Le plan n'a rien de magique. Il dépend du fait que Leonard est honnête.
Il ne cherche pas spontanément une excuse qui le sauverait. Il se dit « Si j'ai écrit cela, alors j'ai dû le faire ». Cette honnêteté rend le personnage vulnérable, mais elle l'empêche aussi d'être réduit à une machine de vengeance. Léonard ne croit pas aveuglement tout le monde. Il se méfie des gens, il vérifie, il photographie. Seulement, sa méfiance doit elle aussi être consigne. Lorsqu'elle est absente, il peut faire confiance à Nathalie. Lorsqu'elle est présente, il la regarde autrement. Ces relations ne se développent donc jamais par accumulation d'expériences partagées. Elles sont remises à zéro par les morceaux de papier qui ont survécu. Nathalie ne peut pas devenir une amie au sens stable. Elle devient une série de versions contradictoires, chacune supportée par une trace différente. Le film fait sentir cette instabilité jusque dans les gestes les plus simples. Léonard serre la main de quelqu'un, puis consulte une photo pour savoir s'il doit le reconnaître. Il entre dans une salle de bain, voit une blessure et doit reconstituer le combat qui l'a produite. Il pose une bouteille sur la table comme s'il en faisait l'inventaire. Aucune de ses actions n'est grandiose. C'est pour cela qu'elles sont si efficaces. Nolan ne traite pas l'amnésie comme une énigme médicale de série. Il la fait exister dans le temps nécessaire pour comprendre une phrase, enfiler une chemise, trouver ses clés ou se demander pourquoi un inconnu vous appelle par votre prénom. La voiture de Jimmy condense ce trouble. Léonard s'y installe sans savoir d'abord à qui elle appartient. Il y trouve des indices, des objets, de l'argent. Dans une autre histoire, il serait un détective qui fouille une voiture suspecte. Ici, il est aussi le suspect de sa propre vie. Il peut être celui qui a volé le véhicule, celui qui l'a reçu, celui qui y a place les preuves, ou simplement celui qui arrive trop tard. Quand il comprend qu'il est suivi, la poursuite se retourne avec une brutalité absurde. Il est dans le véhicule que l'autre véhicule cherche. Il subit la panique d'une action qu'il a lancée lui-même. Cette séquence n'est pas seulement une plaisanterie noire sur la condition de Léonard. Elle décrit la structure morale du film. Il traite souvent les conséquences de ses actes comme si elles venaient d'un adversaire extérieur. Il voit Dodd le poursuivre, sans se rappeler qu'il vient de l'expulser de sa propre histoire. Il voit Teddy comme un homme qui entre dans son enquête, sans savoir combien de fois Teddy a déjà orienté ses choix. Il voit les marques sur son corps comme des ordres recus, alors qu'elles sont aussi les produits de ses anciennes décisions. Le film transforme ainsi chaque retour de mémoire manquant en retour du refoule, sans jamais employer ce mot comme une explication confortable. Le cas de Sammy occupe une place décisive parce qu'il donne à Léonard un vocabulaire pour parler de son état. Il n'est pas un scientifique qui observe sa propre maladie de l'extérieur. Il est un ancien enquêteur qui a appris, sur le dossier de Sammy, à séparer les souvenirs recus des automatismes du corps. Sammy pouvait manipuler des objets familiers, reconnaître certaines routines, mais restait incapable de retenir la raison de son geste. Léonard cite ce cas comme un précédent. Il se raconte peut-être qu'il est plus prudent que Sammy, parce qu'il consigne tout. Il se persuade qu'une méthode pourra compenser la faille, mais le récit de Sammy contient déjà l'échec de cette méthode. La femme de Sammy tente de faire de l'insuline une routine capable de survivre à la mémoire. Elle espère qu'au fond de son mari, une limite se déclenchera. La tragédie montre que le geste peut rester, sans le sens qui devrait l'arrêter. Le corps peut continuer. La responsabilité ne suit pas toujours. Quand Teddy retourne plus tard cette histoire contre Léonard, il ne se contente pas de lui livrer un secret. Il attaque l'idée même qui permet à Léonard de se croire ce part du malade qu'il étudie. Il faut être précis ici. Le film ne fournit pas un verdict clinique simple sur Sammy, Léonard et l'insuline. Teddy est un narrateur intéresse, qui parle pour sauver sa peau et retrouver une emprise. Les images que le film ajoute à son discours sont ambiguës, comme des souvenirs qui se chevauchent. Elles font exister une possibilité effrayante, elles ne transforment pas automatiquement la version de Teddy en fait incontestable. La force de Memento vient justement de ce refus. Il ne demande pas au spectateur d'accepter une révélation comme le dernier mot du réalisateur. Il le force à mesurer ce qu'il faudrait pour distinguer la vérité d'un mensonge, puis lui retire cet accès. Léonard, lui,
n'a pas ce luxe. S'il admet entièrement le récit de Teddy, il perdrait à la fois sa femme, sa vengeance et l'histoire par laquelle il s'est maintenu en vie. S'il le rejette entièrement, il garde une cible mais accepte de fermer les yeux sur les incohérences. Son choix de noter la plaque est donc moins une crise de folie qu'une décision d'une lucidité effrayante. Il comprend le mécanisme. Il comprend que le Léonard futur prendra cette note pour une preuve. Et il écrit quand même. Cette connaissance rend la boucle plus triste que si quelqu'un l'avait trompé par accident. On peut alors relire le tatouage principal. Les mots qui affirment que John J. a violé et tue sa femme sont énormes, visibles, impossibles à ignorer. Ils donnent l'impression d'une vérité fondatrice. Pourtant, même si l'agression a eu lieu et même si Léonard a perdu sa femme, cette phrase condense un récit entier en une formule qui ne peut plus être nuancée. Elle ne peut pas inclure les lacunes de la police, les possibilités que Teddy déforme, ni la question de savoir ce que Léonard a fait âpre. Elle est exacte peut-être dans son deuil, mais insuffisante dans sa logique. Le film nous apprend à nous méfier non des signes, mais de leur autorité excessive. Le choix du tatouage est aussi une belle invention cinématographique. Une information écrite dans un carnet peut être déchirée, perdue, corrigée. Sur la peau, elle prend une allure de serment. Léonard ne porte pas seulement des indices, il porte une doctrine. Lorsqu'il lit sa poitrine devant un miroir, il se regarde comme on consulterait un dossier. Son propre corps est devenu une surface de lecture. Le fait qu'il soit incomplet, fragmentaire, marque par des phrases et des symboles, traduit une identité dont les morceaux sont visibles, mais dont l'ordre n'est jamais assuré. La photographie instantanée suit la même logique, avec une fragilité oppose. Le Polaroid promet une certitude immédiate. On appuie, l'objet sort, l'image apparaît. Pour Léonard, c'est un souvenir qu'il peut tenir. Mais une photo montre seulement un avant choisi. Elle ne capture pas les minutes qui en précèdent, ni la conversation qui suivra. Dans le premier plan, Nolan inverse ce processus et fait revenir la photographie vers le blanc. Ce geste annonce que l'apparence de preuve est réversible. Nous voyons un mort. La photo semble l'attester. Puis l'image remonte, et cette certitude se dissout avant même que nous ayons compris le meurtre. Les signes en noir et blanc apportent une autre sorte de doute. Le téléphone sonne, Léonard parle, répond à des questions que nous n'entendons pas. Ce correspondant est une présence sonore sans visage, un partenaire idéal pour un homme qui vit sans continuité. Léonard peut reconstruire son histoire à voix haute, se convaincre en organisant ses phrases, et personne dans l'image ne vient vraiment le contredire. Le téléphone donne à ces passages une texture intime, mais aussi suspecte. Est-il en train de renseigner quelqu'un? De se rassurer? De parler à un interlocuteur real? Le film maintient cet espace sans devoir le fermer par une explication. Le noir et blanc ne doit pas être compris comme le passe au sens habituel. Il avance, lui, vers le rendez-vous avec Jimmy. La couleur revient en arrière depuis l'assassinat de Teddy. Les deux lignes se rapprochent jusqu'à ce que Léonard tue Jimmy et que le noir et blanc bascule dans la couleur. Cette jonction produit une sensation rare. Le public ne récupère pas enfin une version simple des faits, il constate que les deux formes de temps se sont conduites vers la même blessure. La chronologie est résolue, mais l'histoire humaine devient plus trouble. La narration inverse de la couleur change la façon dont Nathalie apparaît. Lorsqu'on la rencontre, elle semble déjà connaître Léonard, ou du moins savoir comment se tenir avec lui. Puis, chaque scène précédente nous montre un peu plus du prix de cette familiarité. Elle a perdu Jimmy. Elle se sent menacée par Dodd. Elle n'est pas une espionne sortie de nulle part, mais quelqu'un qui voit dans Léonard une possibilité immédiate de reprendre du contrôle. Son exploitation de lui est calculée. Sa peur, elle, n'est pas inventée. Le film refuse de blanchir Nathalie, mais il refuse aussi de la rendre abstraitement malveillante. Elle agit dans une situation où chacun utilise ce qu'il a sous la main. Et Léonard est une force dont personne ne mesure pleinement les dommages. La demande qu'elle adresse à Léonard contre Dodd est révélatrice. Elle ne lui offre pas un grand roman mensonger. Elle lui dit que Dodd est dangereux, que l'homme menace sa sécurité, qu'il faut réagir. Léonard est sensible à cette pression
parce qu'elle ressemble à l'histoire qu'il se raconte lui-même. Un homme violent a échappe, une femme est vulnérable. Il faut retrouver le responsable. Nathalie branche son besoin personnel sur la structure même de l'obsession de Leonard. À partir de là, il peut accomplir une mission qui lui paraît juste, même si elle ne le rapproche pas de John G. La bagarre avec Dodd révèle également les limites physiques de sa méthode. Leonard prend des photos, laisse des indications, mais un combat ne lui donne pas le temps de consulter ses archives. Il doit improviser avec un corps qui a peur et une mémoire qui coupe. Quand il se retrouve ensuite sans contexte, sa victoire n'est pas un accomplissement narratif stable. Dodd hâte la route. Leonard, lui, reste dans une histoire dont il a perdu la dernière page. Le film tient souvent cette ligne. Une action peut être efficace dans le monde et presque inexistante dans l'esprit de celui qui l'a accomplie. Teddy est d'ailleurs capable de transformer cette disparition de la mémoire en modèle économique. Il ne considère pas Leonard comme un homme à protéger. Il le considère comme une possibilité. Dans sa version, l'ancien meurtre de John G. a eu lieu, Leonard a été satisfait un instant, puis l'oubli à tout efface. Teddy a compris qu'il pouvait proposer d'autres noms, orienter Leonard vers des trafiquants, recevoir une part de l'argent. Cette confession est sordide non seulement parce qu'elle exploite un handicap, mais parce qu'elle exploite le besoin de sens qui suit le handicap. Teddy ne vend pas des informations. Il vend une fin à une histoire qui ne peut jamais finir. Le personnage de Jimmy rend cette exploitation concrète. Il est lié à la drogue et à une somme d'argent importante. Il n'est pas présent comme un innocent absolu. Mais le fait qu'il ait commis des crimes ne justifie pas le dispositif qui l'amène à l'entrepôt. Leonard ne le tue pas après avoir conduit une enquête complète et choisi une peine. Il le tue parce que Teddy le place dans une configuration où son tatouage, son deuil et son besoin de certitude convergent. Jimmy devient le point où une vengeance personnelle est détournée vers les intérêts d'un autre homme. Quand Jimmy prononce le nom de Sammy, le film glisse une épingle dans cette construction. C'est un mot que Leonard associait à un ancien dossier, à une histoire terminée, à une preuve de son ancienne compétence. Le mot arrive dans la bouche de quelqu'un qui meurt, dans un entrepôt, au milieu d'une affaire d'argent. Il ne donne pas une explication. Il signale que les compartiments de Leonard ne tiennent plus. Sa vie professionnelle, son drame conjugal et son présent de vengeur peuvent être relis d'une façon qu'il n'a jamais pu conserver. Le fait que Leonard mette ensuite les vêtements de Jimmy ne sert pas seulement à dissimuler un meurtre. Il crée une confusion presque physique entre la cible et le chasseur. Leonard porte la chemise d'un homme dont il ignore encore tout. Il entre dans sa voiture, utilise ses objets, traverse la ville sous son nom implicite. Memento ne fait pas de cette substitution un commentaire appuyé sur l'identique. Il la laisse apparaître dans la coupe, dans le tissu, dans les poches, mais elle rend visible ce que la structure raconte depuis le début. Leonard existe à travers les traces que d'autres hommes ont laissées autour de lui. La ville elle-même est choisie pour renforcer cette impression. Pas de monument, pas de grande maison familiale, pas de lieu qui puisse restituer un souvenir par sa seule présence. Des motels, des dîners, des entrepôts, des parkings, des couloirs. Leonard peut entrer dans presque n'importe quel espace et devoir tout réapprendre. Les lieux sont filmés comme des boîtes de preuves provisoires. Une chambre porte un numéro. Un miroir renvoie les tatouages. Un bar offre une photo. Un parking contient une voiture. Mais aucun endroit ne le connaît assez longtemps pour le sauver. La mise en scène de Pfister choisit souvent une lumière nette, des surfaces beiges, des murs sans histoire, des cadres qui isolent Leonard dans des rectangles. Ce choix est plus inquiétant qu'une imagerie de cauchemar. La maladie ne transforme pas le monde en brume, elle rend le monde précis sans explication. Le spectateur voit tout comme Leonard. Le problème n'est pas un manque de données, c'est l'impossibilité de les hiérarchiser avec certitude. Le film a aussi l'intelligence de ne pas faire de Leonard un détective infaillible par compensation. Il est astucieux, parfois très astucieux. Il comprend qu'on peut le manipuler. Il cache des choses à son futur, lui. Il sait utiliser l'absence de contexte des autres quand il en a besoin.
mais son intelligence ne l'extrait jamais du piège. Elle l'aide à construire des pièges plus élaborés. À la fin, il ne vainc pas le système de notes. Il apprend à l'employer contre lui-même avec une efficacité tragique. Cette capacité de manipulation de soi est le point qui fait de Memento une tragédie plutôt qu'un simple puzzle. Dans un film de mystère classique, la révélation finale remet de l'ordre dans le monde. Ici, elle montre que l'ordre était peut-être lui aussi une fiction nécessaire. Léonard a besoin de croire que son corps conserve la vérité quand sa tête la perd. Lorsqu'il choisit une fausse piste, il ne détruit pas seulement un suspect. Il corrompt l'unique appareil qui lui permettait de vivre avec son handicap. Il signe une condamnation que chaque Léonard suivant exécutera en toute bonne foi. La place de Catherine, l'épouse de Léonard, est également délicate. Elle est moins présente que son souvenir, et cette absence est voulue. Nous ne la connaissons pas comme une personne qui pourrait corriger Léonard. Nous la connaissons à travers son affection, ses images, son traumatisme, puis l'accusation de Teddy. Elle devient le centre d'une mémoire qui ne peut plus être partagée. Léonard se rappelle son amour avec une précision qui nous emporte. Mais le film demande aussi que devient un être aimé lorsqu'il n'existe plus que dans le récit de la personne qui souffre. Sa présence peut être sincère, idéalisée, incomplète, ou tout cela ensemble. Le récit de l'agression est ainsi toujours lié à la culpabilité. Léonard explique qu'il y avait deux hommes. La police aurait résolu une partie de l'affaire. Lui voit dans le second agresseur la preuve que le travail n'est pas terminé. Cette conviction lui donne une raison de refuser la consolation officielle. Elle peut être l'intuition juste d'un survivant que les institutions ont abandonné. Elle peut aussi être la forme que prend son refus d'accepter une histoire plus complexe. Le film ne traite jamais ce doute comme une moquerie envers son deuil. Il montre que le deuil et la recherche de preuves peuvent s'alimenter jusqu'à devenir inséparables. Quand Teddy dit à Léonard qu'il s'est déjà venge, il lui retire quelque chose de pire que l'espoir. Il lui retire la possibilité d'une conclusion. On peut comprendre pourquoi Léonard préfère provoquer une nouvelle piste. Croire Teddy, ce serait accepter que le but de sa vie a déjà été atteint sans qu'il puisse le garder. C'est une victoire vide, une photo de sourire sans souvenir intérieur. Inventer un nouveau John G., c'est terrible, mais c'est aussi remplir le lendemain d'une direction. Le film nous invite à ressentir la logique émotionnelle de ce choix sans jamais l'excuser. La fameuse plaque de Teddy est donc un acte d'écriture. Léonard prend une information vraie, le numéro d'une voiture, et lui attribue une signification qu'elle n'a pas démontrée. Il ne grave pas sur lui. Teddy est coupable. Il donne au futur Léonard juste assez pour que celui-ci fabrique le reste. La manipulation est élégante parce qu'elle respecte les habitudes qu'il a déjà. Une plaque, un nom, un tatouage. Tout cela ressemble aux outils d'une vraie enquête. Le mensonge ne vient pas de l'apparence, il vient de l'origine volontairement oubliée. Cette nuance transforme l'assassinat du début. Quand nous voyons Léonard tirer sur Teddy, nous pouvons encore croire assister au moment où il accomplit sa mission. La photo qui s'efface, l'arme, le corps, la satisfaction froide. Le film nous donne la grammaire d'une vengeance accomplie, puis il retire l'ordre des faits. Nous découvrons que la mort de Teddy est prête depuis le moment où Léonard a choisi d'en faire une cible. Le premier plan n'est pas un aboutissement moral. C'est l'exécution retardée d'un mensonge conscient. Il y a dans ce choix une question plus large, que le film ne formule jamais lourdement. Combien de nos certitudes sont des notes que nous avons écrites à nous-mêmes sans nous souvenir du moment, ou nous les avons choisies? Memento ne demande pas que chacun compare sa vie à l'amnésie de Léonard. Il reste ancre dans son histoire précise. Mais son pouvoir vient de cette peur reconnaissable. Nous nous fions souvent à une version stabilisée de notre passe, à une phrase répétée, à une photo, à une conviction, sans pouvoir revivre toute la scène qui l'a produite. Léonard est le cas limite de ce mécanisme. Chez lui, la distance entre l'expérience et le récit est devenue une question de vie ou de mort. La forme du film oblige le spectateur à vivre ce principe plutôt qu'à l'entendre. Dans les scenes en couleur, chaque nouveau passage va plus loin dans le passe.
Une information que nous prenions pour une conséquence devient une cause. La relation entre Leonard et Natalie se modifie. Le rapport entre Teddy et Jimmy se précise. L'origine de la voiture change de sens. Dans les scenes en noir et blanc, au contraire, chaque segment apporte une continuation plus normale. Mais la voix de Leonard reste charge d'un doute que nous ne pouvons pas encore nommer. Lorsque les deux routes se touchent, la satisfaction intellectuelle arrive avec un sentiment beaucoup moins confortable. Nous savons enfin comment l'histoire tient, et nous savons que Leonard ne pourra jamais la garder ainsi. Cette impossibilité rend le dernier retour à l'oubli presque physique. Leonard a quelques instants de clarté après le discours de Teddy. Il peut encore lire les signes, peser les versions, observer la plaque. Bientôt, cette clarification va se briser. Il le sait. Son cerveau va effacer le raisonnement, mais pas l'encre qu'il va laisser. Il agit donc dans une fenêtre étroite entre savoir et perte. Le film fait de cette fenêtre le lieu de sa liberté, et cette liberté est terrifiante. Leonard peut choisir. Simplement, il ne peut pas transmettre au Leonard futur la raison exacte de son choix. Dans beaucoup de récits de vengeance, l'ennemi est le visage sur lequel le héros peut projeter une douleur. Memento rend cette projection visible, presque mécanique. Teddy devient l'ennemi parce que Leonard l'a inscrit dans son appareil de preuve. Jimmy devient l'ennemi parce que Teddy la place dans son appareil de preuve. Dodd devient l'ennemi parce que Natalie y branche sa peur. La violence circule d'une note à un corps. Chaque personne qui comprend le système peut, pour un temps, modifier la liste des coupables de Leonard. Le film ne confond pourtant pas toutes les fautes. Teddy profite d'une personne vulnérable pour ses intérêts. Natalie exploite Leonard tout en étant elle-même sous pression. Leonard tue et choisit de se donner une cible. Le motel laisse faire une confusion qui lui rapporte de l'argent. Ses comportements ne se valent pas et la précision des signes empêche de les fondre dans une morale vague. C'est justement parce que les motifs sont distincts que la spirale est crédible. Personne n'a besoin d'être un monstre pur. Il suffit que chacun traite Leonard comme un moyen au moment où il a besoin de quelque chose. Le spectateur est pris dans cette spirale parce que le film joue honnêtement avec les informations. Les plans ne mentent pas au sens où ils montreraient un fait impossible. Ils arrivent avant ou après la partie qui leur donne leur sens. Une main tendue est bien une main tendue. Une note est bien écrite. Teddy est bien dans la voiture. Mais nous sommes invités à remplir les blancs avec les hypothèses les plus pratiques. Memento montre combien une histoire peut sembler limpide lorsqu'elle est incomplète et arrange dans le bon ordre. Cette honnêteté formelle explique pourquoi le film reste vivant au-delà de son retournement. Une fois que l'on connaît la jonction des temporalités, on ne regarde pas seulement pour retrouver les indices. On remarque la façon dont Leonard s'adresse à lui-même par les notes, la vitesse à laquelle Natalie évalue une faiblesse, le moment où Teddy cesse de jouer la bienveillance, le poids d'un mot comme Sammy. Les signes deviennent plus riches parce qu'elles contiennent plusieurs lectures simultanées, pas parce qu'elles cachent un mot de passe. La performance de Pierce travaille exactement dans cette complexité. Son Leonard a une allure contrôlée, costume, diction, gestes réguliers. Mais la peur passe dans les moments où il doit reprendre ses repères, où il consulte une photo comme on chercherait de l'air. Il ne joue pas un homme qui oublie de façon spectaculaire toutes les 30 secondes. Il joue un homme qui a appris à cacher la panique dans une méthode. Cela rend les fissures plus douloureuses. Quand il perd le fil, il ne s'effondre pas toujours. Il se remet au travail. Et ce retour automatique au travail devient sa prison. Moss donne à Natalie une tension contraire. Elle peut paraître tendre, puis laisser apparaître une impatience glacée. Sa colère ne vient pas de nulle part. Jimmy a disparu, Dodd la presse, et Leonard traverse sa vie avec des demandes auxquelles elle ne peut pas répondre simplement. Mais son choix de provoquer Leonard, puis de le laisser porter une faute dont il ignore la scène, reste l'un des gestes les plus calculateurs du film. Cette ambivalence est précieuse. Natalie n'est jamais écrite pour résoudre le mystère à la place du héros.
Elle est écrite pour montrer ce que devient l'éthique lorsqu'une personne ne peut pas se souvenir de la manière dont on l'a traitée. Pantoliano, de son côté, ne transforme pas Teddy en esprit du mal. Son personnage parle trop, plaisante, se plaint, cherche de l'argent. C'est cette banalité qui le rend dangereux. Il ne propose pas une grande théorie. Il comprend un homme vulnérable et trouve un usage à son chagrin. Quand il livre son discours final, il semble enfin dire la vérité. Mais cette vérité arrive avec le réflexe du manipulateur. Elle sert à reprendre le contrôle de la situation. Le film laisse le visage de Teddy entre le soulagement et la panique, exactement la place où Leonard ne peut plus savoir quoi lire. Dans l'histoire du cinéma américain des années 2000, Memento a frappé parce qu'il prouvait qu'une structure fragmentée pouvait être populaire sans traiter le public comme un élève. Le film ne s'arrête jamais pour expliquer son propre ingéniosité. Il avance par gestes, photos, corps et décisions. Son scénario, coécrit par Christopher Nolan à partir de l'idée de Jonathan Nolan, maintient une précision rare. Le dispositif temporel n'est jamais séparé de la douleur de Leonard. Chaque inversion de scène nous rapproche d'un moment où il a perdu prise sur sa propre histoire. Sa durée resserrée renforce cette impression. Le film ne cherche pas à couvrir des années de vie de manière exhaustive. Il s'attache aux heures où une piste est fabriquée, utilisée, puis transformée en meurtre. Cette concentration permet au motif de revenir sans se dissoudre. La photo, le tatouage, le miroir, le téléphone, le motel, la voiture. Chaque retour est concret et changeant. Le même Polaroid peut être un outil de prudence, une arme de manipulation, ou le fragment d'une joie que Leonard ne pourra jamais ressentir à nouveau. Il faut enfin revenir au titre sous un autre angle. Un memento est souvent un petit objet sentimental, quelque chose que l'on garde dans une poche ou sur une étagère. Leonard fait de ces petits objets une architecture de survie, mais le film révèle progressivement le prix de cette architecture. Plus il délègue sa mémoire aux choses, plus celui qui contrôle les choses peut influencer son avenir. Plus il rance ses notes définitives, moins il peut les corriger. L'objet qui le sauve d'une minute de confusion peut le conduire à une erreur qui change une vie. La fin garde cette contradiction ouverte. Leonard avance, l'appareil à la main, et son regard va bientôt redevenir neuf. Il retrouvera ses indices, pas leur naissance. Il retrouvera les mots, pas la scène, où il a décidé de les écrire. Teddy, lui, recevra l'impact d'une histoire que Leonard a compose pour ne pas devoir accepter une autre histoire. C'est une conclusion d'une froideur remarquable, parce qu'elle ne ferme rien par une leçon. Elle laisse seulement un homme dans une voiture, avec une route, une plaque, et assez de temps pour choisir ce que son prochain lui prendra pour la vérité. Pour suivre le film sans perdre son mystère, on peut remettre les grandes étapes dans l'ordre que Leonard ne pourra jamais conserver. Il y a d'abord Leonard et Catherine, leur vie avant l'agression, puis la nuit qui le laisse blessé et incapable de former des souvenirs récents. Il y a ensuite la police, le dossier qu'il refuse de considérer comme clos, les notes et les tatouages qu'il commence à accumuler. Plus tard, Teddy entre dans cette quête et affirme l'avoir aidé à atteindre un premier suspect. Après cet éventuel accomplissement, Leonard repart pourtant à zéro. Teddy découvre qu'un homme aussi déterminé peut être réorienté. Jimmy est attiré vers l'entrepôt. Leonard le tue. Teddy lui révèle sa version. Leonard choisit la plaque de Teddy. Puis le cycle que nous avons vu au début peut se mettre en marche. Ce résumé chronologique est utile, mais il ne remplace pas l'expérience du film. Memento ne nous demande pas seulement de savoir quel événement vient avant un autre. Il nous demande ce que devient un événement lorsque sa place est inconnue. Nathalie, assise dans son appartement, n'a pas le même visage avant et après que nous sachions ce qu'elle a provoqué. Teddy, près d'un cadavre, n'a pas le même statut avant et après que nous entendions ses explications. La chronologie donne des réponses. Le montage change notre jugement. C'est là que le film reste plus qu'une énigme à résoudre. Le spectateur vit une forme de dépendance très proche de celle de Leonard. Chaque scène en couleur commence avec des résultats. Une blessure, une photo, une porte ouverte, une fuite, une voiture. Comme lui, nous devons inventer une cause à partir de ce que nous avons sous les yeux.
Comme lui, nous nous attachons à l'indice qui semble le plus ferme. Une note nous rassure. Un tatouage nous rassure. Un personnage qui parle avec assurance nous rassure. Puis la scène suivante, située plus tôt, révèle que cette assurance reposait sur un fragment. Le film fait ainsi de notre besoin de cohérence une partie de son sujet. Cette proximité explique pourquoi on est tenté de prendre parti. Teddy paraît suspect dès qu'il parle trop. Nathalie paraît dangereuse dès qu'elle comprend trop vite la condition de Leonard. Leonard paraît digne de confiance parce qu'il souffre, parce qu'il est précis, parce qu'il a transformé son corps en dossier. Mais le film distribue les raisons de douter avec une grande économie. Teddy ment sans doute, mais il détient des informations que Leonard ne peut pas avoir inventées au présent. Nathalie utilise Leonard, mais elle lui donne aussi une aide réelle et des éléments qui le protègent. Leonard dit la vérité de sa douleur, mais il est capable de programmer une erreur. Aucun visage ne peut porter à lui seul la réponse que le spectateur voudrait obtenir. Le rapport de Leonard à la vérité devient alors plus intéressant que le simple fait de savoir s'il ment. Il insiste sur la différence entre les souvenirs et les faits. Les souvenirs, dit-il, sont fragiles, influençables, capables de changer avec le temps. Les faits devraient résister. Cette idée vient de son ancienne vie d'enquêteur. Une compagnie d'assurance exige des preuves, pas des impressions. Pourtant, il oublie une chose essentielle. Un fait isolé ne parle jamais seul. Il faut quelqu'un pour le sélectionner, l'associer à un nom, décider qu'il mérite d'être tatoué. Leonard ne se méfie pas assez de l'acte de montage qui transforme des données en histoire. Le film lui-même est construit sur cet acte de montage. Il nous montre une douille, une photographie, une main, un corps. Chacun de ces éléments est réel dans l'univers du récit, mais leur ordre inverse les rattache à une histoire que nous ne possédons pas encore. Nolan ne triche pas avec la matière. Il démontre que la matière n'est jamais suffisante. C'est une leçon parfaitement adaptée à Leonard. Il croit avoir échappé à la subjectivité en faisant confiance aux objets. Or, les objets ne le délivrent pas de l'interprétation. Ils la rendent simplement plus discrète. La photographie de Leonard souriant après une vengeance supposément accomplie est peut-être l'objet le plus cruel de tous. Teddy la lui montre comme une preuve. Tu as déjà réussi. Regarde ton visage. Pour n'importe qui, une photo d'un sourire pourrait ouvrir une mémoire, réveiller une sensation, corriger le récit. Pour Leonard, elle est une preuve sans sensation. Il voit son propre bonheur comme on verrait le bonheur d'un étranger. Cela ne lui rend pas ce qu'il a perdu. Cela lui apprend seulement que quelque chose d'important a pu arriver sans devenir une partie durable de lui. Ce détail donne un poids différent à sa recherche de John G. Leonard ne poursuit peut-être pas seulement l'homme qui aurait détruit sa vie. Il poursuit aussi la promesse qu'une fin peut devenir assez forte pour vaincre l'oubli. La photo démontre l'inverse. Même un moment de triomphe peut s'effacer. Dès lors, la vengeance n'est jamais une conclusion pour lui. C'est un rituel qu'il doit recréer. Teddy l'a compris, et c'est ce qui rend son exploitation si ignoble. Il ne fait pas que mentir à Leonard sur une piste. Il capitalise sur le fait que la satisfaction ne reste jamais assez longtemps pour le libérer. Dans les scènes du motel, Leonard explique aussi qu'il ne peut pas sentir le temps passer de la même manière. Il dort, se réveille et doit reconstruire le présent avant même de décider quoi faire. Le réceptionniste, Burt, illustre une forme de cruauté molle. Il lui attribue une seconde chambre parce que Leonard peut l'oublier et payer 2 fois. Ce n'est pas la grande machination de Teddy ou de Nathalie. C'est un petit avantage quotidien, pris sur quelqu'un qui ne peut pas vérifier. Le film élargit ainsi son monde. Leonard n'est pas menacé uniquement par des criminels liés au meurtre de Jimmy. Il est vulnérable dès qu'une personne ordinaire choisit de ne pas être honnête. La chambre de motel a une valeur particulière parce qu'elle devrait être l'endroit où Leonard se repose. Au lieu de cela, elle est un lieu de réinitialisation. Il y colle ses photos, range ses dossiers, répond au téléphone, lit les inscriptions sur son corps. Il ne s'y installe jamais vraiment. Chaque retour dans cette pièce est un retour au poste de commande d'une vie qui ne peut pas s'automatiser. La lumière sans chaleur
le mobilier impersonnel et l'absence de souvenirs domestiques renforcent ce sentiment. Leonard vit dans une pièce qui pourrait être occupée par n'importe qui, ce qui convient tragiquement à un homme qui doit chaque matin réapprendre qui il est. L'appartement de Nathalie fonctionne à l'inverse. Il porte une histoire récente que Leonard ne connaît pas. Jimmy y a vécu, Nathalie l'y attend, Dodd menace cet espace. C'est un lieu chargé d'émotions et d'intérêts qui ne sont pas immédiatement visibles pour lui. Lorsqu'il y entre, il voit une femme qui peut l'aider. Elle voit aussi l'homme qui a tué Jimmy, même si elle ne le sait pas encore au sens où le film nous le fait découvrir. Entre eux, l'intimité est donc contaminée dès le départ par des informations asymétriques. Nathalie connaît le monde social de Jimmy. Leonard ne connaît même pas toujours la scène qu'il vient de traverser. Le bar de Ferdy ajoute une autre texture à cette enquête. C'est un espace public, bruyant sans être spectaculaire, où Nathalie peut observer Leonard avant de se dévoiler. Elle ne lui livre pas son rôle tout de suite. Elle l'écoute parler de sa femme, regarde les photos qu'il sort, mesure sa précision étrange. Cette première rencontre est importante parce qu'elle montre la vitesse à laquelle Leonard est classé par les autres. Pour lui, chaque nouveau visage peut être un danger ou une aide. Pour Nathalie, il est déjà une anomalie exploitable. Un homme dont la mémoire courte change toutes les règles d'une conversation. Le contraste entre Nathalie et Teddy est alors moins une opposition entre le bien et le mal qu'une différence de méthode. Teddy possède un passé avec Leonard et manipule la grande structure de son enquête. Nathalie intervient à l'échelle des situations immédiates. Une note, une dispute. Dodd, un déplacement, une information. Teddy veut faire de Leonard une arme durable. Nathalie veut résoudre des problèmes concrets qui menacent sa survie. Tous deux utilisent ce qu'ils savent de lui. Mais la précision du film oblige à voir que leurs bénéfices ne sont pas de même nature. Même si Leonard supporte dans les deux cas le coût de l'orientation. Les mots inscrits au dos des Polaroids montrent à quel point une phrase peut devenir une condamnation. Leonard écrit des choses comme une instruction, non comme un journal. Il ne raconte pas ce qu'il ressent, il résume. Cette écriture télégraphique a sa logique, il doit pouvoir comprendre vite, dans l'urgence, sans dépendre d'un paragraphe qui exigerait du contexte. Mais la forme même de la note efface ce qui la rendrait juste. Un conseil tel que ne fait pas confiance à quelqu'un paraît définitif. Il ne contient aucune date, aucune exception, aucune preuve de l'instant où il a été formulé. Leonard produit une mémoire efficace, pas une mémoire complète. Cette différence pourrait sembler technique, mais elle touche directement à sa souffrance. S'il écrivait toutes ses hésitations, il faudrait qu'il les relise avec assez de temps pour les comparer. Or, son quotidien ne le permet pas. Il choisit donc la rapidité et la fermeté. Son futur lui reçoit des ordres plutôt qu'une conversation. Il n'y a plus de place pour le doute, qui est pourtant ce qui protège une enquête contre les fausses conclusions. Memento fait de cette nécessité pratique une tragédie intellectuelle. Leonard ne devient pas dogmatique parce qu'il aime les certitudes. Il le devient parce qu'il ne peut pas emporter les nuances avec lui. Le téléphone des passages en noir et blanc est une image parfaite de cette situation. Leonard parle beaucoup, mais nous n'entendons pas l'autre côté. Son monologue a l'apparence d'une explication rationnelle. Il classe Sammy, décrit sa condition, revient vers son propre cas. Mais l'absence de réponse audible laisse toujours un léger déséquilibre. Il peut être en train de livrer son histoire à quelqu'un. Il peut aussi organiser cette histoire pour lui-même. La voix au téléphone devient une surface sur laquelle Leonard projette une continuité qu'il ne possède pas. À mesure que ces séquences avancent, on remarque que Leonard raconte Sammy avec une assurance qui lui sert de protection. Sammy serait l'homme qui n'avait pas de système, l'homme dont la vie a dérivé vers l'irréparable. Leonard, lui, a des notes, des photos, des tatouages. Il peut donc se croire hors du danger. La révélation de Teddy frappe précisément cette frontière. Que l'accusation soit entièrement vraie ou non, elle pose le soupçon que Leonard a construit son propre système à partir d'une histoire où le système échoue. Il a appris les règles de la catastrophe et n'a peut-être fait que lui donner une autre forme. La question de l'insuline
est raconté avec une retenue nécessaire. Le film ne cherche pas à tirer de cette idée une image choquante. Il s'intéresse à une répétition tragique. Une femme demande le même geste à un homme qui ne peut retenir l'avoir déjà fait. Dans la version que Leonard raconte, c'est l'épreuve désespérée d'une épouse qui veut croire que l'amour survivra à la maladie. Dans la version que Teddy lui renvoie, cette histoire pourrait contenir le déplacement d'une culpabilité plus personnelle. La douleur ne vient pas du détail médical. Elle vient de l'écart entre un geste accompli et le sens que la personne ne peut plus lui donner. Si la version de Teddy contient une part de vérité, alors l'histoire de Sammy aurait permis à Leonard de vivre avec l'invivable en l'attribuant à quelqu'un d'autre. Si elle est un mensonge, Teddy sait au moins quelle blessure imaginaire utiliser pour déstabiliser Leonard. Dans les deux cas, le résultat est le même. Le spectateur ne peut plus considérer le récit de Sammy comme une simple exposition sur la maladie. C'est un souvenir qui a une fonction. Il explique Leonard à lui-même, et c'est précisément ce qui le rend suspect. Le film suggère parfois que les souvenirs ne sont pas seulement effacés ou conservés. Ils sont arrangés. Leonard se rappelle une image de sa femme, un détail de leur vie, une sensation de tendresse. Ces fragments peuvent être authentiques. Mais dès qu'ils deviennent une histoire complète, ils répondent aussi à son besoin de comprendre qui il est. La mémoire n'est pas présentée comme un coffre dont on aurait perdu la clé. Elle ressemble davantage à une salle de montage où certains plans restent disponibles et où l'ordre des plans change le sens de tout le reste. Cette idée rejoint la structure du film sans la transformer en démonstration. Chaque scène inverse nous donne un plan qui existe, puis nous contraint à le monter différemment quand nous recevons la scène précédente. Le spectateur expérimente donc ce que Leonard affirme redouter. La mémoire peut être une fiction, non parce que tout y est faux, mais parce que les connexions entre les fragments sont choisies. Chez Leonard, l'auteur de ces connexions peut être Teddy, Nathalie ou lui-même. Chez le public, c'est le montage de Nolan. La différence est que nous avons encore une chance de revoir le film. Leonard, lui, n'a jamais accès à une seconde projection continue de sa propre vie. Le rapport de Leonard à sa femme fait de cette différence une blessure intime. Il refuse que son amour soit réduit à une preuve incertaine. Pour lui, le fait de l'avoir aimée est réel, même si tout le reste se trouble. Cette certitude émotionnelle est sans doute la plus solide de toutes. Pourtant, elle ne résout pas les questions que le film ouvre sur sa mort, sur Sammy, sur la possibilité d'une vengeance déjà accomplie. Memento ne se moque pas de ce paradoxe. Il sépare avec compassion la vérité d'un sentiment et la vérité d'un récit. On peut aimer profondément quelqu'un et se tromper sur les événements qui ont suivi sa perte. L'entrepôt où Jimmy meurt est le contraire d'un lieu de justice. Il n'y a ni témoin fiable, ni procédure, ni temps pour entendre une défense. Il y a Leonard, armé d'indices qu'il croit solides. Jimmy, lié à une affaire d'argent qu'il ne comprend pas entièrement. Et Teddy, qui a préparé le contexte. Le décor vide rend la scène presque clinique. Un homme est conduit à la mort au nom d'une histoire dont les pièces ont été distribuées par un autre. Lorsque Jimmy prononce « Sammy Jankis », le mot tombe comme une dernière résistance du réel. Leonard l'entend, mais il ne peut pas en tirer tout ce qu'il devrait avant que la scène soit terminée. Après le meurtre, Teddy ne se transforme pas en sage qui viendrait réparer les dégâts. Il parle avec l'urgence d'un homme qui comprend que son plan a échappé à son contrôle. Il veut convaincre Leonard que Jimmy n'était pas John G., que l'argent comptait, que la vengeance initiale est déjà passée. Son discours est plein de détails, de photos, de noms, d'images, qui pourraient remettre la chronologie en ordre. Mais il arrive à la pire seconde possible. Leonard est couvert des traces d'un acte qu'il ne pourra bientôt plus situer. Il entend une vérité potentielle au moment où son esprit est le moins capable de l'archiver. Ce choix de timing est essentiel. Même une vérité honnête ne peut pas libérer quelqu'un si elle lui est donnée sans les moyens de la conserver et de la vérifier. Teddy croit peut-être qu'il suffit de parler fort, de montrer une photo, de rappeler un fait. Il sous-estime ce que son propre comportement a déjà détruit. Leonard n'a aucune raison simple de le croire. Ses notes disent le contraire. Ses intuitions disent le contraire.
La parole de Teddy arrive après des années possibles de manipulation. Le film ne fait pas de Leonard un idiot parce qu'il refuse cette version. Il montre qu'une confiance détruite ne se répare pas en une confession. Mais Leonard ne se contente pas de refuser. Il transforme le doute en programme. C'est ce qui le distingue de la victime pure. Il pense à la plaque de Teddy, prend le numéro, puis décide que sa version future devra le poursuivre. Il ne laisse pas un souvenir spontané se déformer. Il prépare délibérément une archive fausse. Son raisonnement est glaçant parce qu'il est calme. Il n'agit pas dans un accès de rage aveugle. Il profite de la dernière minute où il peut encore choisir l'histoire qu'il racontera ensuite. Cette scène donne au film sa réponse la plus forte à la question de la liberté. Leonard est limité par son handicap, utilisé par les autres, écrasé par un deuil qu'il ne peut dépasser. Pourtant, il conserve une forme de liberté au moment où il écrit. Elle n'est pas belle, elle ne le sauve pas. Elle lui permet de se condamner avec intention. Memento refuse donc deux simplifications opposées. Leonard n'est ni totalement responsable de tout ce qui lui arrive, ni totalement innocent de tout ce qu'il provoque. Sa responsabilité existe dans les rares instants où il sait que son futur lui ne saura plus. La plaque devient alors une sorte de passage de témoin entre deux Léonards. Celui qui connaît le discours de Teddy laisse une instruction à celui qui ne le connaîtra pas. Le premier sait que l'instruction est empoisonnée. Le second la lira comme un acte de protection. Cette relation entre deux versions de la même personne est plus tragique que la trahison de Teddy ou de Nathalie. Leonard se donne l'apparence d'un allié fiable tout en devenant son propre manipulateur. Il profite de l'absence de mémoire de l'homme qu'il sera dans quelques minutes. Le film ne laisse pas ce geste flotter dans une abstraction philosophique. Nous savons à quoi il mène. Au début, Teddy meurt. Leonard appuie sur la détente avec la conviction d'achever une mission. La structure inverse fait de cette mort le premier fait que nous voyons, puis le dernier fait que nous comprenons. En remontant jusqu'à l'écriture de la plaque, le film révèle que le meurtre n'est pas né d'une découverte. Il est né d'une décision de croire à une découverte future. La différence est énorme, et elle transforme toute l'émotion de la vengeance. La confusion entre découverte et décision traverse également les autres personnages. Nathalie donne à Leonard des informations qui semblent l'aider à progresser, mais certaines de ces informations lui servent surtout à résoudre son propre problème avec Dodd. Teddy apporte des données sur Jimmy et l'argent, mais les organise pour son bénéfice. Burt fournit des chambres et des détails pratiques, sans se soucier de ce que Leonard peut retenir. Tous offrent quelque chose de réel. Tous laissent Leonard fabriquer à partir de ce réel une action qui les arrange. Le film décrit une société de petites transactions où la personne incapable de garder les reçus devient la monnaie la plus facile à dépenser. Ce regard n'empêche pas Memento d'être très concret dans son suspense. La menace de Dodd est immédiate. La fuite dans les couloirs et les rues a un poids physique. La voiture qui suit Leonard le met réellement en danger, même lorsqu'il découvre sa propre implication. Le film ne remplace jamais l'action par une thèse. Il utilise l'action pour rappeler que l'amnésie n'est pas seulement un problème de vérité. Une erreur de quelques minutes peut décider d'une violence, d'une fuite, d'un coup reçu ou d'une personne à qui l'on ouvre sa porte. La sobriété du film rend ces moments plus durs. Il n'a pas besoin d'une grande poursuite ou d'un décor spectaculaire. Une chambre de motel, une enveloppe, une photo, un homme à la porte suffisent. Ce minimalisme donne au scénario une précision presque tactile. On sent le papier qui se plie, l'encre qui sèche, l'appareil qui se déclenche. Les gestes de Leonard sont répétitifs, mais ils ne deviennent pas monotones parce que leur sens change sans cesse. Chaque fois qu'il écrit, il peut se sauver. Chaque fois qu'il écrit, il peut sceller une erreur. L'usage du noir et blanc renforce cette tactile simplicité. Les scènes de téléphone semblent plus dépouillées, comme si Leonard essayait de réduire le monde à des lignes claires, une chambre, une voix, un Polaroid, une explication, mais cette apparente netteté cache la zone la plus incertaine du film, la vérité de Sammy et la vérité de Leonard avant l'accident. Au moment où la couleur rejoint le noir et blanc, le film ne dit pas que le passé était enfin pur,
Il montre que le passé, lui aussi, peut être contaminé par un récit que l'on répète pour survivre. La construction est d'autant plus remarquable qu'elle reste lisible. Nolan donne au public des repères nets. Le changement de couleur, les photos, les tatouages, les lieux, les noms qui reviennent. Il ne cherche pas à gagner par confusion. Au contraire, chaque repère sert à rendre le prochain déplacement plus intelligible. On comprend progressivement comment Leonard s'oriente. On comprend aussi pourquoi cette orientation est insuffisante. Le film demande de l'attention, mais il récompense cette attention par des causes et des conséquences, pas par une solution arbitraire tombée à la dernière minute. Le scénario prend également soin de distinguer le temps du récit et le temps de Leonard. Les scènes, en couleur, avancent vers son passé récent, mais elles ne sont pas exactement sa mémoire retrouvée. Leonard ne récupère pas ses minutes. C'est nous qui les recevons. Cette différence crée une forme de compassion particulière. Nous pouvons enfin voir ce qu'il a fait à Jimmy, ce que Nathalie lui a fait croire, ce que Teddy lui a dit. Lui restera toujours enfermé dans les traces qui subsistent. La résolution nous donne une responsabilité de spectateur. Nous détenons l'histoire que le personnage central ne pourra pas posséder. Cette responsabilité rend difficile tout jugement simpliste sur la fin. On peut condamner Leonard pour avoir fabriqué la piste qui tuera Teddy. On peut le plaindre parce que Teddy l'a utilisé et parce que la vérité qu'on lui propose est peut-être insupportable. On peut suspecter Teddy de mentir encore. On peut voir Nathalie comme une survivante dure ou comme une opportuniste. Le film accepte ces lectures, à condition qu'elles restent attachées aux scènes. Il ne demande pas qu'on choisisse une morale définitive. Il demande qu'on voit le coût de chaque choix quand la personne qui choisit ne pourra bientôt plus se souvenir de l'avoir fait. Cette exigence explique la longévité du film. Son retournement final a souvent été résumé comme une astuce de scénario. Mais son effet ne dépend pas d'un secret que l'on pourrait spoiler en une phrase. Ce qui reste, c'est la manière dont les détails résistent. Le dos d'une photo, la silhouette de Nathalie qui quitte une pièce, le sourire de Teddy qui devient inquiétant, le nom de Sammy prononcé au mauvais moment, la voiture de Jimmy, le regard de Leonard devant un miroir. Toutes ces choses changent de portée à mesure que la chronologie se referme. Le titre Memento prend alors une dimension presque ironique. Leonard crée des objets pour empêcher l'oubli, mais l'objet le plus durable de son histoire est peut-être celui qui lui fait le plus de mal. Le tatouage n'est pas un souvenir fidèle. C'est une instruction sans auteur visible. Il paraît extérieur à lui parce qu'il traverse le temps mieux que son esprit. Pourtant, il vient de lui. Cette séparation entre l'homme qui écrit et l'homme qui lit est la blessure secrète du film. Leonard est à la fois l'archiviste de sa vie et celui qui n'a jamais accès aux archives complètes. Quand il parle de sa femme, le ton se modifie. Ses phrases deviennent moins procédurales, plus lentes. Il n'a pas besoin de consulter une note pour savoir qu'il l'aimait. C'est peut-être la dernière certitude intérieure qui lui reste. Mais le film n'en fait pas une sortie facile. L'amour est réel et il ne suffit pas à remettre les faits en ordre. Il peut même alimenter la boucle, parce que Leonard transforme le souvenir de cet amour en exigence de punition. Son deuil devient une force morale. Ceux qui l'entourent peuvent la détourner vers d'autres cibles. La tragédie de Leonard tient donc à cette dissociation. Il garde le sentiment et perd le chemin qui permettrait de le comprendre. Il conserve la douleur de l'agression, mais pas la continuité qui lui dirait si la police a eu raison, si Teddy l'a aidé, si Jimmy est lié à sa femme, si Sammy reflète une part de sa vie. Il est fidèle à une blessure dont il ne peut plus vérifier le récit. C'est une fidélité bouleversante, mais aussi dangereuse, parce qu'elle donne à chaque nouvel indice la pression d'une promesse sacrée. Le dernier mouvement dans la voiture, après la confession de Teddy, garde cette douleur à l'état pur. Leonard a la possibilité de reconnaître qu'il ne sait pas. Il pourrait laisser la plaque tranquille, abandonner la chasse, accepter un vide qu'il a toujours refusé. Mais le vide serait sans doute pire que la faute. Il préfère donc une piste. Il préfère que son prochain réveil lui donne quelque chose à faire, même si ce quelque chose repose sur une déformation. Le film n'énonce jamais
qu'il est heureux de mentir. Il suggère plutôt qu'il ne voit aucune autre façon de vivre avec une histoire qui pourrait ne pas avoir de réparation. Cette décision est aussi ce qui empêche la fin de se refermer après la mort de Teddy. Même si Teddy est responsable de manipulations réelles, même si Leonard récupère une forme de justice contre lui, la méthode reste contaminée. Un meurtre peut mettre fin à un homme. Il ne peut pas rétablir automatiquement une vérité. Leonard ne saura pas qu'il vient de terminer cette boucle. Il cherchera encore des signes, des noms, des photographies. La victoire ne peut pas s'enregistrer. La structure du film transforme donc l'accomplissement de la vengeance en répétition programmée. Memento reste ainsi un film de suspense, mais son vrai frisson naît d'une idée plus intime que le danger immédiat. À qui faire confiance quand on ne peut pas faire confiance à la personne que l'on était il y a 10 minutes? Leonard répond par des objets. Les autres répondent en essayant de contrôler ces objets. Et dans un moment de clarté, il répond lui-même en falsifiant l'un d'eux. Toute l'histoire tient dans cette chaîne. Une douleur devient une enquête, l'enquête devient une série de preuves. Les preuves deviennent des ordres. Les ordres deviennent une mort. Au terme du film, il ne reste donc ni une révélation parfaitement propre, ni une consolation. Il reste la certitude que les images les plus solides peuvent être mal lues. Le Polaroid qui disparaît à l'envers, le sourire impossible à ressentir, le tatouage que Leonard suivra sans connaître son origine. Ces détails continuent de travailler longtemps après le générique. Memento ne demande pas de choisir entre mémoire et vérité. Il montre la peur qu'elle puisse se séparer, puis place un homme au milieu de cet écart avec assez de lucidité pour écrire sa propre chute et pas assez de temps pour s'en souvenir.